Marie-Emmanuelle Pommerol, bonjour. Bonjour. Les émeutes de ces derniers jours au Mozambique, les grandes manifestations de juin dernier au Kenya, est-ce que c'est le signe d'une nouvelle mobilisation de la jeunesse dans plusieurs pays d'Afrique de l'Est ? Effectivement, on a eu des épisodes très intenses de mobilisation au Kenya liés à une loi fiscale et là au Mozambique pour contester les résultats électoraux. Donc ce sont des événements déclencheurs différents, mais effectivement des jeunes qui réclament de participer davantage au débat politique. Alors au Kenya, il y a eu une alternance démocratique il y a un peu plus de 2 ans, en septembre 2022, et pourtant 20 mois plus tard, la jeunesse est descendue dans la rue. Pourquoi ? Alors, elle est descendue dans la rue, notamment pour protester contre la loi de finances qui proposait davantage d'impôts, notamment sur les biens de première nécessité, le pain, l'huile, etc. Et la jeunesse, étranglée par évidemment le chômage, l'inflation, a décidé qu'il était temps de contester ce type de politique fiscale. Une jeunesse qui a décidé également de prendre la rue pour contester la trahison de William Ruto, le nouveau président, effectivement élu démocratiquement. Celui-ci avait été élu sur un programme justement visant particulièrement les jeunes, leur promettant des aides pour faire en sorte qu'ils trouvent de l'emploi. Et évidemment, ça n'a pas été le cas. Il a plutôt proposé d'augmenter les impôts. Donc il y avait un sentiment véritablement de trahison de la part de cette jeunesse qui avait cru en ce président élu démocratiquement en 2022. Donc ce sont les mêmes jeunes qui ont voté Ruto en 2022 et qui ont crié Ruto must go en 2024. Alors effectivement, l'analyse des élections de 2022 mettait bien en avant le fait que des jeunes de tout le pays, et non pas seulement de ces bastions électoraux habituels, avaient voté pour ce président. Il mettait en avant l'idée que le Kenya devait aider les hustlers. Il parlait même d'une hustler nation. Hustler en français, ce serait les débrouillards. Donc il voulait vraiment insister sur l'idée que les jeunes devaient créer leur propre entreprise et que l'État, le gouvernement, allait les aider. Et c'est effectivement ces mêmes jeunes qui se sont retrouvés dans la rue en juin 2024. On trouvait bien sûr des jeunes très éduqués. Le Kenya a une politique d'éducation qui est relativement efficace. Des jeunes moins favorisés venant des bidonvilles de Nairobi. Donc une jeunesse assez diversifiée qui s'est retrouvée dans la rue et qui dénonçait cette politique fiscale qui venait les étrangler alors même qu'on leur avait promis de les aider. Et du coup, William Ruto a renoncé à sa réforme fiscale. Dans l'histoire du Kenya, il y a déjà eu plusieurs épisodes insurrectionnels. Jusque-là, il s'appuyait souvent sur des clivages ethniques. Cette année, c'était la même chose ou pas ? Alors justement, ce qui a fait l'originalité de ce mouvement de protestation, c'est qu'ils revendiquaient, ces jeunes hommes et jeunes femmes, ils revendiquaient d'être, donc en anglais, partyless et tribeless, c'est-à-dire de ne pas appartenir ou de ne pas s'en tenir à une appartenance ethnique. Et ils revendiquaient justement une forme de cosmopolitisme que l'on retrouve en fait dans les grandes villes et même les villes moyennes au Kenya, où se rencontrent des jeunes venus chercher du travail et originaires de l'ensemble des régions du Kenya. Donc ici, ils ont vraiment pointé du doigt l'idée qu'ils étaient d'habitude enfermés dans leurs appartenances ethniques par les partis politiques qui mobilisent le plus souvent de cette manière-là. Ici, ils ont voulu se distinguer de ce registre ethnique et on a vu ça parce que ces manifestations ont eu lieu partout dans le pays, pas seulement à Nairobi, et notamment dans les bastions du président, dans la Rift Valley. Et donc, on voyait bien là qu'il ne s'agissait absolument pas d'une mobilisation ethnique, mais vraiment d'une mobilisation d'une jeunesse qui se sentit trahie par ces élites qui confisquent le pouvoir. Et est-ce que cette mobilisation a été portée par les réseaux sociaux ? Alors effectivement, et notamment au Kenya, qui est un hub du numérique en Afrique, les réseaux sociaux sont fondamentaux aujourd'hui. Alors dans la vie quotidienne, au Kenya, on paye par l'intermédiaire de son téléphone. Donc ces réseaux sociaux sont vraiment présents au quotidien et ils ont servi là à la fois à organiser les manifestations, à donner les lieux de rendez-vous par exemple, mais ils sont aussi des lieux où se discutent les affaires politiques, que ce soit évidemment sur les listes WhatsApp, sur Twitter, désormais X, où s'organisent désormais des forums politiques. Et on appelle ça les Space X, c'est-à-dire c'est des espaces de discussion sur l'ancien Twitter qui amènent des individus qui autrement ne prendraient pas la parole
parole et qui, là, trouve enfin un espace qui est à la fois relativement horizontal, même s'il y a des organisateurs, bien sûr, et puis qui est relativement sécurisé, puisqu'on voit bien que les manifestations, qui sont les lieux de rassemblement d'habitude de ces protestataires, sont la cible de répression. Donc au Kenya, il y a une forte mobilisation en dehors des partis politiques, alors qu'au Mozambique, on peut parler d'un mouvement porté par les partis politiques, non ? Oui, tout à fait. L'originalité de la mobilisation au Kenya était cette extériorité par rapport aux partis politiques habituels. Au Mozambique, c'est une contestation post-électorale qui effectivement draine des foules importantes, notamment la jeunesse, mais on voit bien qu'elle le fait après avoir été incitée par le candidat de l'opposition qui lui-même n'est plus au Mozambique et qui appelle à manifester pacifiquement pour contester ces résultats électoraux. Au Mozambique, c'est la remise en cause du tout-puissant Frelimo, le parti au pouvoir depuis l'indépendance en 1975. Est-ce que ces protestataires, est-ce que ces mobilisations remettent en cause l'héritage des pères de l'indépendance ? Alors effectivement, au Mozambique, on trouve des traces de cette contestation des héros de l'indépendance. Une statue de l'un des héros de l'indépendance a été déboulonnée récemment au Mozambique. Quelqu'un qui, certes, avait fait la guerre de libération, mais s'était aussi considérablement enrichi depuis grâce au pouvoir. Et effectivement, même au Kenya, même en Ouganda, on peut voir qu'il y a une forme de fatigue vis-à-vis de ces élites politiques qui sont les descendants directs de ceux qui ont effectivement gagné l'indépendance ou pris le pouvoir au nom de la révolution. C'est le cas en Ouganda, c'est le cas en Tanzanie. Au Kenya, les dirigeants se réclament encore régulièrement du combat Mau Mau. Et ce que montrent les jeunes protestataires, c'est qu'ils ont pourtant trahi leur combat, qui était celui d'une véritable indépendance, puisque l'un des registres aussi sur lequel se jouent ces protestations, c'est de dénoncer la dépendance à l'extérieur. La dépendance à la Chine, la dépendance aux Occidentaux, un registre qu'on connaît bien en Afrique francophone, notamment vis-à-vis de la politique africaine française, mais que l'on retrouve aussi en Afrique de l'Est, l'idée que l'indépendance n'a pas été complètement achevée. Cette montée d'un sentiment anti-français en Afrique de l'Ouest, est-ce qu'on en voit l'équivalent en Afrique de l'Est avec la montée d'un sentiment anti-chinois ? Alors évidemment, l'histoire n'est pas équivalente, mais ce sentiment de dépendance vis-à-vis de l'extérieur et surtout de la dépendance des élites est aussi présent en Afrique de l'Est. Et ce registre commun de la souveraineté, en fait, on le retrouve également dans la jeunesse d'Afrique de l'Est, par une partie de la jeunesse. Les jeunes sont descendus dans la rue au Kenya, mais apparemment pas en Ouganda et en Tanzanie. Est-ce à dire qu'il y a moins de problèmes dans ces deux pays ? Alors les jeunes sont descendus dans la rue en Ouganda suite au mouvement qu'a connu le Kenya au mois de juin. Il y a une forme d'imitation de ce qui se passait au Kenya parce que évidemment les problèmes y sont aussi nombreux, notamment les questions de corruption. Néanmoins, en Tanzanie comme en Ouganda, l'espace civique est très restreint. La moindre protestation donne lieu à des arrestations, à une répression très forte. Et l'espace public, du fait de cette histoire autoritaire très prégnante encore en Tanzanie, en Ouganda, est moins susceptible de donner lieu à des mobilisations fortes que chez leurs voisins kenyans. Et est-ce la raison pour laquelle le régime ougandais a fait capturer il y a un mois au Kenya le chef de l'opposition, Kizza Besigye, qui va passer en cour martiale le 7 janvier prochain ? C'est effectivement le signe que le pouvoir ougandais est très susceptible par rapport à la moindre opposition. C'est aussi le signe que le gouvernement kényan est très proche de ce pouvoir ougandais jusqu'à lui laisser la liberté de venir enlever un opposant chez lui. C'est quelque chose qui est dénoncé fortement par les sociétés civiles ougandaises et kenyanes qui voient l'alliance de pouvoirs extrêmement autoritaires. Marie-Emmanuelle Pomerol, merci. Merci.